Bonjour, bonjour. On est avec Régis de Castelnau, l'avocat. Vous le connaissez, vous avez certainement dû lire des coups de gueule, des analyses sur son blog Vue du droit ou sur différents médias en France. Mais on n'est pas là pour parler de l'affaire Halimi ou de son dernier livre sur la judiciarisation de la politique en France. On est là pour parler de l'Amérique latine, parce que vous ne le savez pas, mais Régis est aussi passionné par l'Amérique latine. Il a été président de l'association France-Amérique latine de 1981 à 1984, hier, et il est très attaché à ce continent. Et donc, évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Régis, tu vas bien? Je vais très bien, effectivement. Ça me fait plaisir d'intervenir sur ces questions d'Amérique latine qui ont toujours été une grande passion, même si le caractère actif de mon engagement est maintenant assez loin. Mais ça peut revenir. Espérons, espérons. Régis, pourquoi cet attachement à l'Amérique latine? Alors, je pense que c'est la période. C'est la période. Moi, je suis arrivé au monde politique, à la vie politique, c'était en mai 68. Hein. J'ai pas été spécialement 68ard. En 68, j'étais plutôt fasciné par le mai ouvrier. Hein. Déjà à ce moment-là, j'avais effectivement quelques accointances avec ce mouvement ouvrier, dont le mouvement de 68 m'avait beaucoup impressionné. Alors, je suis venu un peu à la vie militante, à la vie politique, comme un jeune homme de 20 ans. Et à cette époque-là, l'Amérique latine était quelque chose de très important, chez les jeunes en particulier. Il y avait eu naturellement Cuba. Hein, il y a eu la révolution cubaine. Après, il y avait eu les tentatives autour de Che Guevara, sa mort en 1967, qui faisait qu'il y avait quelque chose de mythique autour de l'Amérique latine. Et il y a eu aussi, dès ce moment-là, les années de plomb, appelons-le au sens large. La dictature brésilienne était déjà bien antérieure, mais l'impérialisme américain y donnait toute sa mesure par une politique qui était en général d'intervention et d'intervention assez violente. Donc, lorsqu'on voulait s'engager en politique, lorsqu'on s'intéressait aux questions internationales, il est bien évident que l'Amérique latine constituait un débouché pour l'action, d'abord parce qu'il y a plein de choses à faire, hein, mais aussi quelque chose de très romantique et d'assez fascinant. Et tu as eu quelques expériences en Amérique latine, tu t'es déplacé, tu as été au Nicaragua, entre autres, Alors, sous la révolution sandiniste. Je souris parce que, oui, effectivement, c'est des souvenirs exaltants, quoi. La révolution sandiniste, je ne vais pas dire que je l'ai suivie heure par heure, mais quasiment. Hein, effectivement, donc tout ce soulèvement. Et puis à l'époque, je veux dire, les télévisions couvraient ça. C'était comme la guerre du Vietnam. Hein, on voyait tout, ou à peu près tout. Et donc cette victoire des sandinistes avait été un événement tout à fait considérable. Donc j'ai été amené par la suite, du fait de mes responsabilités, à me déplacer en Amérique latine. J'ai été notamment au Nicaragua, peu de temps après la Révolution, et je dois dire que ça reste un très grand souvenir, un magnifique souvenir, parce qu'à l'époque, les 12 commandants étaient toujours très présents, les sandinistes étaient très très populaires, l'agression des Contras, l'agression des États-Unis avait déjà commencé, il y avait donc une dimension militaire qui était très importante et on avait l'impression d'être sur le front du combat anti-impérialiste. La bataille se passait à cet endroit. Et aider les amis sandinistes, c'était quelque chose d'assez exaltant. D'ailleurs, bon, moi, je m'y suis déplacé, j'ai témoigné, je suis revenu en France pour essayer de populariser ce qui se passait là-bas, hein, mais j'ai beaucoup d'amis, dont certains qui ont perdu la vie d'ailleurs, hein, qui y sont restés et ont apporté une contribution internationaliste, y compris avec leur peau qui était au bout. L'Amérique latine, elle semble avoir un peu disparu des radars, on s'y intéresse un petit peu moins. Peut-être, bon, il y a eu un regain d'intérêt par rapport à la période mythique dont tu parles avec Hugo Chavez, avec le commandant Hugo Chavez. Mais là, on a l'impression qu'on en parle de moins en moins. Tu as une idée un peu pourquoi? D'abord, il y a eu l'effondrement de l'Union soviétique. L'Union soviétique, beaucoup de choses à en dire. Je vais dire un peu comme disait Chou Enlai à Malraux, qui lui posait la question mais que pensez-vous de la Révolution française, celle de 89? Et je dirais, dans les années 70, Chou avait répondu à Malraux, il est trop tôt pour en parler. Donc aujourd'hui, sur la chute de l'Union soviétique, je ne dis pas qu'il est trop tôt pour en parler, mais
il faut savoir que c'est quand même cet événement, ces différents mécanismes, ce qui s'est passé, les raisons de cet échec, tout à fait considérable, dont on a pensé qu'il était le début de la fin de l'histoire et que le capitalisme avait gagné, ce qui n'est pas le cas. Hein, ce qui n'est pas le cas, donc aujourd'hui ces questions redeviennent d'actualité. Alors clairement, cette espèce de coup d'arrêt, hein, sachant que l'Union soviétique était une force qui aidait les mouvements de libération nationaux. Hein, le monde, il était divisé en deux, il ne faut pas oublier. Hein, et l'Union soviétique, avec tous ses défauts, avec sa répression interne, avec son absence de démocratie, était quand même du côté des forces de libération. Alors, à partir du moment où il y avait cette situation nouvelle, la situation en Amérique latine est devenue plus difficile à appréhender, plus complexe. Auparavant, qu'est-ce que vous voulez? Vous aviez Allende, vous aviez Pinochet, le monde était binaire et partagé en deux, et tant mieux d'ailleurs. Hein. Après, c'est devenu un peu plus complexe, la démocratie formelle s'est rétablie au fur et à mesure, les dictatures ont reculé et disparu pour certaines, hein, et donc les enjeux étaient moins vifs qu'ils ne l'étaient dans les années auparavant, hein, et puis effectivement, les générations sont passées, et la fascination qu'on avait pu avoir, la sympathie, l'amour pour l'Amérique latine qu'on avait pu avoir, parce qu'il y avait aussi une grande dimension culturelle. À l'époque, vous aviez des écrivains extrêmement importants, vous aviez des prix Nobel, moi j'ai été, si vous voulez, biberonné à la littérature latino-américaine, c'est une pure merveille. Hein, donc, mais tout ça s'est un peu estompé, et je dirais qu'il y avait une difficulté à appréhender ce qui se passait en réalité. Hein, par exemple, les changements en Argentine, la crise financière, au début le chavisme. Hein, si vous voulez, bon, on a parfois peut-être de vieux réflexes, un militaire qui prend le pouvoir, le côté populiste, on était un petit peu dubitatif. Bon, moi, je ne suis pas resté dubitatif longtemps, hein, et après, je veux dire, j'ai comment dire, apprécié le chavisme pour ce qu'il était, c'est-à-dire une grande aventure populaire pour ce pays. Donc, c'était effectivement peut-être un petit peu difficile d'appréhender ce qui s'y passait. Je pense que les choses vont changer, parce que manifestement, dans la période entre guillemets de démocratisation, il semble que les États-Unis ont perdu la main. L'impérialisme américain a perdu la main. Là, il est en train de la reprendre, par différents mécanismes. Hein, on le voit, y compris cette fameuse affaire du lawfare qui me mobilise en ce qui concerne la France, parce qu'il n'y a pas qu'en France où cette question de l'instrumentalisation du droit et de la justice sont devenus les outils du néolibéralisme, hein, pour mettre en place quelque chose qui s'appelle très simplement la démocratie sans le démos. Hein. On veut une démocratie formelle, hein, mais on ne veut pas que le peuple y participe. Et un des outils pour s'opposer à cette participation, ou pour expulser le peuple du processus démocratique, excusez-moi, du processus démocratique, c'est bien évidemment l'utilisation du droit et de la justice. Donc, c'est cette raison-là qui peut amener à ce qu'on se remobilise, je pense, en France, sur ces questions. Et j'ai vu que, très critiqué pour cela, Jean-Luc Mélenchon était allé en Amérique latine. J'ai des critiques à faire à Jean-Luc Mélenchon, sûrement pas sur ce point-là. Mais justement, qu'est-ce que tu penses que l'Amérique latine peut apporter à nos réflexions ici en France? Comment dire ça? C'est un continent. De manière concise. Et oui, mais je sais, bon, c'est difficile. Vous savez, l'avocat qui vous dit qu'il sera concis, c'est un serment d'ivrogne. Hein. Non, je pense que faut pas négliger un fait important, c'est que l'Amérique latine est un continent très civilisé. Ça n'empêche pas les contradictions, ça n'empêche pas la misère, très importante, ça n'empêche pas le problème. Hein, des populations précolombiennes qui est effectivement à l'origine de beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes, mais c'est un continent avec une forte culture, c'est un continent avec, je veux dire, des personnalités assez extraordinaires, et puis avec des peuples qui sont de vrais peuples. On le voit, alors, je ne veux pas surestimer ce qui relève du sport ou du sport-spectacle, mais on voit le patriotisme
qui s'expriment à l'occasion des compétitions sportives, mais auparavant, moi je suis désolé, quand j'étais au Nicaragua, la fibre patriotique des Nicaraguayens m'avait estomaqué, c'était extrêmement important. La patrie, patria libre a morir, je suis désolé, c'est un des plus beaux slogans qui soit. J'aimerais bien que de temps en temps, en Occident, on s'en serve un peu. Oui, ils l'ont piqué à la Révolution française, hein, ce slogan. Oui, tout à fait. Il faut attendre qu'ils reviennent aussi, tu as raison. Oui, mais juste une petite anecdote, quand vous regardez les hymnes des différents pays latino-américains, qui sont des hymnes nationaux, hein, qui ont été composés et écrits au XIXe siècle, le nombre de références qu'on y trouve à la Révolution française, c'est extrêmement flatteur pour nous. Hein. Ouais, et y compris avec des bonnets phrygiens sur les écussons des drapeaux, etc. Oui, alors là tu parles de la patrie, mais il y a quand même aussi, le fait que le néolibéralisme est né en Amérique latine, au Chili, en 73, et que je dirais que les pays latino-américains ont presque un temps d'avance, autant dans l'application du néolibéralisme, dans la destruction des services publics, la destruction de l'État, l'atomisation de la société, que dans les résistances aussi. Et là, je pense qu'il y a peut-être une piste, et puis évidemment aussi sur comment le néolibéralisme reprend la main, on parlera après du lawfare, mais en tout cas, il y a peut-être une piste à explorer sur l'application du néolibéralisme chez eux pour éviter que ça se passe chez nous. Alors, chez nous, ça s'y passe déjà. Regardez, je vais juste prendre un exemple et faire un petit parallèle. Bon, moi j'ai été très favorable et très mobilisé auprès du mouvement des Gilets jaunes, hein, qui a été un élan populaire assez extraordinaire et malheureusement qui n'a pas eu de débouché politique. Il a été victime d'une répression massive, mais il n'empêche quand même que ça n'a pas embrayé dans le champ politique direct. J'ai regardé ce qui s'est passé au Chili, lorsqu'il y a eu un mouvement extraordinaire. Alors, grâce à l'image, on avait des images du Chili, on avait des images de ces champs, etc. Et on se disait, voilà, ça va déboucher. Et malheureusement, le mouvement est retombé et ça n'a pas embrayé dans le champ politique. Alors, je sais qu'il y a la bataille qui se mène aujourd'hui autour de la réforme constitutionnelle, mais effectivement, ce décalage entre cette mobilisation populaire, ces élans populaires, ces dynamiques qui se créent et la difficulté à les transformer en dynamique politique, c'est une vraie question. Et il faut travailler et s'intéresser sur les mécanismes qui ont été mis en place et qui stérilisent un petit peu ces mouvements qui sont très spontanés, qui peuvent être puissants, mais qui ne trouvent pas ce débouché politique. Oui, alors là tu cites l'exemple du Chili où effectivement c'est un peu en stand-by. En revanche, lorsque le peuple a surgi comme sujet historique au Venezuela, par exemple en 1989, pendant la révolte du Caracazo, il y a eu 10 ans qui se sont passés pour avoir la traduction politique qu'a été Hugo Chavez. Entre le feriado bancario en Équateur, où les banques ont saisi toutes les épargnes des gens et ont condamné des milliers d'Équatoriens à la faillite et à l'émigration, et la traduction politique de cette révolte aussi, il y a eu 6 ans, avant l'arrivée de Correa. Les Argentins ont été un petit peu, on va dire, plus rapides, entre 2001, donc pareil, où les banques ont confisqué l'épargne des gens et les propriétaires se sont barrés dans des paradis fiscaux, et la traduction politique, il y a eu 2 ans, donc c'est pas forcément non plus immédiat. En revanche, ça peut pas l'être. Ouais, en revanche, par contre, ce qui est assez, ce qui nous interroge, c'est les préoccupations qui ont surgi de ces luttes avant leur traduction politique. En Amérique latine, les préoccupations, elles étaient de 3 ordres. Une préoccupation d'ordre démocratique, notamment qui s'exprimait par la volonté d'une nouvelle assemblée, d'une nouvelle constitution et d'un référendum d'initiative citoyenne. Je rappelle qu'en Bolivie, en Équateur et au Venezuela, il y a le RIC existe. Il y a eu des préoccupations d'ordre, on va dire, de justice sociale pour un renforcement de l'État, des services publics, et puis un renforcement de la demande de souveraineté pour plus être piétiné par des puissances transnationales ou des puissances étrangères hostiles. Ça, j'ai l'impression que ça germe un peu aussi. Alors, j'espère, j'espère que ça germe. Je pense que nécessairement, ça va déboucher sous des formes politiques qu'on a peut-être du mal à imaginer aujourd'hui. Je reviens un petit peu sur cette question
qu'est-ce qu'on en pense, qu'est-ce qu'on voit en France. C'est en ça peut-être que je veux dire, l'intérêt et la prise de conscience de ce qui se passe réellement en Amérique latine, enfin il faut relativiser le désintérêt, hein, parce que ce qui s'est passé au Brésil a toujours passionné. La popularité de Lula en France, elle est importante. Mais je crois justement qu'avant, je parle de mon époque à moi, le côté binaire était fort pratique. Hein. Il y avait les méchants Yankees et il y avait les peuples qui voulaient se libérer et c'était très bien. Hein, ils sont toujours là, les méchants Yankees. Oui, ah, mais absolument. Et les peuples qui veulent se libérer aussi, mais ça ne prend pas les mêmes formes. C'est peut-être moins directement simple. Il peut y avoir des passages au pouvoir, je pense à Lula, hein, qui génèrent des déceptions, qui génèrent des contradictions, et qui font que les choses sont moins claires qu'elles n'ont pu l'être auparavant. Donc, oui, il y a nécessité de se pencher sur ce qui s'y passe, parce que vous avez raison, côté laboratoire. Et bien, justement, en parlant de laboratoire, l'Amérique latine, c'est devenu le laboratoire du lawfare, c'est-à-dire de la judiciarisation de la politique, c'est-à-dire l'instrumentalisation des fonctions de l'État pour nuire à un adversaire ou protéger les siens. L'Équateur est devenu un peu le terrain de jeu de cette nouvelle forme d'agression politique, mais le Brésil aussi, on se rappelle tous les ennuis de Lula qui vient d'être absous, donc c'était véritablement un coup monté, hein, comme un coup d'État, et généralement toute l'Amérique latine, ça fait écho aux travaux que tu mènes toi. Tu regardes un peu en Amérique latine ce qui s'y passe sur ces questions-là? Oui, c'est difficile d'avoir de la bonne information et la bonne documentation. Je te conseille les deux rives. Oui, justement. Hein, on a fait connaissance tous les deux, il faut le savoir, hein, parce que j'ai commencé à trouver sur ce site, hein, dans l'expression de Romain, des informations que je ne trouvais pas ailleurs. J'ai senti aussi quelques connivences, hein, et j'ai trouvé ça très très bien, ce qui m'a amené à effectivement prendre contact avec lui, hein, parce que tu reconnaîtras que c'est moi, hein, qui ai fait la démarche, hein, et donc ce que je veux dire, qu'on voit se passer de façon assez claire, dès lors qu'on se penche, hein, sur ce qui se produit, on voit se passer de façon assez claire l'importance de cette question juridique. Pour expulser le peuple de la démocratie, de la délibération démocratique, hein, il y a deux moyens qui relèvent du droit, de l'intervention du droit. L'intervention du droit, c'est la justice. Premièrement, on retire à la délibération démocratique tout un tas de questions, hein, qu'on remet au droit. C'est le fameux état de droit. Hein. Alors regardez, l'Union européenne, c'est quoi l'Union européenne? C'est pas un super État, l'Union européenne. C'est un système où on a ossifié dans des traités à valeur constitutionnelle irréformable, hein, des choses qui auparavant relevaient de la délibération souveraine des peuples. C'est fini, on leur a volé. Bon, donc ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que lorsqu'il y en a qui sortent un peu du rang, lorsqu'il y en a qui redressent la tête, lorsque les peuples, parce qu'on continue à voter quand même, envoient au pouvoir des gens qui sont conformes à leurs intérêts, eh bien, on va mettre en œuvre des procédures, on va mettre en œuvre des systèmes qui vont permettre de les disqualifier, qui vont permettre de les rendre inéligibles, voire plus loin, de les mettre en prison. Regardez ce qui est arrivé à Lula. Donc, c'est vraiment cette double fonction. On retire au peuple leurs compétences souveraines sur lesquelles ils doivent pouvoir délibérer, et s'il y en a qui sont gênants, on s'en débarrasse par les voies judiciaires. Ce double système, c'est celui-là qu'il faut pointer, et c'est contre celui-là qu'il faut désormais mener vraiment une lutte sévère. Ok, super Régis, merci beaucoup, hasta la victoria siempre. Exactement, et patria libre ou mourir, hein, c'est effectivement, ça me rappelle beaucoup le Nicaragua, parce que les responsa, comme il disait, je sais pas si on dit toujours comme ça, hein, c'était partout et tout le temps, il y avait des tas de slogans, je me rappelle que je me réveillais le matin tôt, à 6 heures, il y avait des militaires qui passaient sous mes fenêtres en faisant leur footing, et qui disaient, dès la fronteras, no pasarán. Je me rappelle, c'était celui qui me réveillait tous les matins, hein, et ça reste un magnifique souvenir. Merci à vous, et puis suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur les deux rives, et n'hésitez pas aussi à nous soutenir. À très bientôt.